Je ne suis pas réduit à ce personnage hystérique que je fais là pour vous amuser. Je suis autre chose, de pas très intéressant d'ailleurs, mais je suis autre chose. Alors, revenons- Sinon, je ne ferais pas de cinéma. hein. Êtes-vous, messieurs, plutôt hystérique ou obsessionnel? Mais oui, c'est le sujet de la soirée. Maintenant que vous avez compris que vous êtes névrosé, mais que vous avez quand même peut-être un petit noyau psychotique, plus ou moins, et que bien sûr, vous n'êtes pas enfermé dans des petites cases, etc. Effectivement, quel névrosé êtes-vous? L'idée, c'était un petit peu ça quand même, d'essayer d'y répondre. Ce que j'ai toujours trouvé assez rigolo, c'est qu'on considère donc que les névroses obsessionnelles et hystériques sont des névroses antipathiques dans la mesure où leurs manifestations sont totalement opposées. Alors, bien sûr, vous pouvez être un peu hystérique et très obsessionnel, ou l'inverse, ou très les deux, etc. Mais vous allez voir que dans les manifestations de ces deux névroses-là, c'est quand même des fonctionnements exactement aux antipodes. Et donc, finalement, quand on parle d'angoisse de castration, donc l'idée qu'on serait dans l'anticipation d'une faute qu'on a commise ou qu'on va commettre et qu'il y aurait une punition à l'avenir, finalement, c'est plutôt l'obsessionnel. L'anticipation, c'est vraiment son truc. L'obsessionnel, il anticipe à mort, alors que l'hystérique, il a tendance à agir plutôt en mode essai et erreur. Il agit et il réfléchit parfois après ou pas. L'hystérique, son truc, c'est de dire « Oh, ben on verra bien ». Voilà, on verra bien. L'hystérique, il agit et il est tellement dans l'agir que parfois, le problème, c'est qu'il ne se remet pas en cause. Il manque parfois d'autocritique. Et ce qui peut être un peu difficile avec les hystériques, c'est de les aider à se rendre compte que s'ils se retrouvent en difficulté, c'est parfois aussi de leur responsabilité parce qu'il manque un petit peu d'élaboration, de réflexion, d'autocritique. Alors que l'obsessionnel, ça va être quelqu'un qui érotise la pensée, mais n'arrive pas à agir parce qu'il va tellement réfléchir que du coup, il n'arrivera pas à mettre en acte le fruit de sa réflexion. Par exemple, on imagine le moment des soldes, un obsessionnel qui va dans un magasin de fringues, et puis il va acheter des pompes, il va acheter des chaussures, il va essayer une première paire, trop petite, puis une autre paire, je sais pas la couleur. Le fait de choisir, c'est hyper compliqué pour l'obsessionnel. Faire un choix, c'est super difficile parce qu'il faut pas se tromper, quoi. Et donc, du coup, l'obsessionnel, il va essayer plein de paires de pompes, ça va prendre 1 heure, puis au bout d'1 heure, bon, allez, je prends celle-là. Et puis une fois qu'il va rentrer chez lui, ah non, j'ai pas pris la bonne, quoi. Voilà, ça c'est l'obsessionnel. Alors que l'hystérique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes les pompes. Il va dire, hop, on verra bien. De toute façon, j'ai un mois pour me faire rembourser. Je ramènerai avec le ticket de caisse et tout, machin. Et puis, il se retrouve avec 10 paires de pompes qu'il mettra jamais parce qu'il aura été dans une espèce d'impulsivité, mais ça leur a permis de ne pas choisir. C'est pour ça qu'on va retrouver du coup cet excès de réflexion chez l'obsessionnel et ce manque de réflexion, son manque de recul et des réflexions chez l'hystérique. Le rapport à la culpabilité aussi, quand on dit l'angoisse de castration, celui-là aussi il va être un peu différent. Finalement, oui, l'obsessionnel, il culpabilise à mort. Il culpabilise avant même d'avoir commis la moindre faute, il va culpabiliser rien qu'à l'idée même qu'il pourrait commettre une faute. Alors qu'en fait, l'hystérique, ce ne sera pas vraiment de la culpabilité, mais plutôt de l'autoflagellation. C'est plutôt un truc genre vraiment je suis qu'un gros nul, nanana. Le rapport à l'argent aussi va être vraiment à l'opposé. Chez les obsessionnels, il y aura plutôt, comme il y a un besoin de maîtrise, un besoin de contrôle, on va retrouver des personnes un petit peu avares, un petit peu greedy, soit qui auront besoin de voir que leur compte en banque, il baisse pas trop parce que sinon ça les insécurise. Ou alors des personnes qui vont avoir besoin d'avoir du liquide sur eux. Parce que voilà, là encore, ce besoin de contrôle. Alors que les hystériques, ils sont plutôt du genre dépensiers compulsifs. Dans la vie amoureuse, le cas typique, ça va être, on imagine par exemple une femme obsessionnelle. Je prends justement exprès une femme obsessionnelle et un homme hystérique pour inverser justement les préjugés habituels. On imagine donc cette femme qui a un grand besoin de maîtrise, mais elle est tendance un peu insatisfaite, quoi, du genre à chaque fois avec un mec, ouais, mais celui-là il a trop ça, celui-là il a toujours le problème du choix en fait, quoi. Et puis comme par hasard, elle va tomber amoureuse du bad boy, quoi, du type, on voit bien que le mec c'est vraiment pas le mec fiable, c'est pas le mec stable, voilà. Mais pourtant, comme par hasard, elle va tomber amoureuse de lui. Et puis elle tombe sur ce mec, le petit oiseau, non, mais en fait, il y a certainement au fond de lui un petit cœur qui saigne. En gros, c'est un peu l'animal sauvage à domestiquer, quoi. Et puis, voilà, manque de bol, elle tombe sur un hystérique. Et le mec, lui, il est dans l'expression des émotions. Elle, dès l'instant qu'elle va dire mais tu sais, je t'aime bien, genre qu'est-ce que j'ai pas dit, ah là 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 là, ça y est, elle a lâché prise, elle a lâché un truc énorme. Rien que le fait de dire je t'aime bien, pour elle, ça y est, elle est vulnérable, elle a tout dit, on voit à quel point elle est attachée, elle est fichue, quoi. Alors que l'hystérique, lui, c'est l'inverse. Lui, il exprime ses émotions dès qu'il les ressent. Donc, il va être là.
Au bout de 2 jours, il va lui dire, mais en fait, je n'ai jamais ressenti des sentiments aussi forts. C'est incroyable ce que je ressens pour toi. Dans un truc, mais vraiment, la guimauve, la théâtralisation, il va en faire des caisses. Ah là là, mais on devrait partir sur une île. Voilà. Et en fait, 2 jours après, l'hystérique, il va lui dire, mais non, en fait, non, mais finalement, j'ai pas les petits papillons. Ouais, l'obsessionnel va dire, mais attends, c'est pas possible. On était amoureux, on terminait nos phrases l'un et l'autre. C'était un truc évident, incroyable, limpide. Comment se fait-il que ce mec-là, il me dit au bout d'une semaine après que, en fait, il m'aime pas ou qu'il m'aime plus? Ça doit être un pervers narcissique. Et en fait, non. C'est pas un pervers narcissique, c'est juste un hystérique. Au moment où il exprimait ses émotions, il les ressentait. Il les a un peu surjouées, bon d'accord, mais si vous dites un hystérique il exagère, il va très mal le prendre parce que lui, il le vit comme ça, ce sont ses émotions quoi. Il le ressent authentiquement, mais il n'y a pas ce truc très engageant qu'a l'obsessionnel. L'obsessionnel qui va dire je t'aime, c'est waouh. L'obsessionnel justement, je sais pas, est-ce que je l'aime vraiment, hein. Voilà, l'hystérique il balance son truc et le problème c'est qu'il n'a pas ce questionnement de se dire peut-être que faut réfléchir un peu avant de s'exprimer et tout. Bon, bref, voilà. Et donc, il le ressent réellement au moment où il le dit, mais voilà, c'est pas engageant, c'est pas engagé par un travail d'élaboration intellectuelle, parce que l'hystérique, il est plutôt impulsif, il est plutôt dans l'agir, il est plutôt dans j'essaie des choses et puis après je me plante et puis je me replante et puis je me remets pas forcément en question. Ces personnes qui choisissent le bad boy plutôt que la personne qui irait mieux, tout ça, en pensant finalement la faire changer, la guérir quelque part de soi-même, est-ce que ça serait pas une façon de se guérir soi-même? Ce que Sébastien est en train de décrire, c'est typiquement ce que les femmes appellent le syndrome de l'infirmière, le oh là là, il est alcoolique, mais bon, je suis sûre que moi, je pourrais le changer. Et la pulsion de mort aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le principe de la répétition, qui est très intéressante aussi, de fait de choisir le bad boy, choisir l'alcoolique ou des choses comme ça peut relever en fait de ce que Freud a appelé à la fin de sa vie la pulsion de mort, qui vient par exemple, tu sais, des fameuses névroses de guerre. Il avait remarqué que les gens qui avaient vécu un traumatisme de guerre rêvaient de ça la nuit et ils se disaient mais c'est bizarre pourtant, pourquoi est-ce qu'on rêverait d'un truc traumatisant, pourquoi est-ce qu'on est dans une répétition? Et qui revient aussi avec le jeu du Fordat de l'enfant, tu sais, celui qui jette la bobine alors que c'est pourtant déplaisant. Et c'est ça qui peut faire expliquer, par exemple, le fait que une personne se mette toujours avec des gens violents ou alcooliques ou avec des problématiques diverses. En fait, c'est pas forcément que la volonté de le soigner, mais c'est aussi le fait de répéter une problématique personnelle sans cesse, le fait de d'avoir besoin inconsciemment en fait d'être avec quelqu'un de violent ou autre. Ça c'est ce qu'on appelle justement le côté de la pulsion de mort. Ça me fait penser aussi, toi tu en parleras mieux que moi, mais en analyse transactionnelle, ce qui se rapproche des scénarios de vie aussi, c'est-à-dire aller aussi chercher à conforter son propre scénario de vie. Les mecs, c'est tous des enculés. Et, du coup, je vais aller chercher celui qui me fera confirmer cette hypothèse-là. Une autre manière de parler de la pulsion de mort, c'est de parler, effectivement, en analyse transactionnelle, de valider les scénarios perdants. Ça revient à ça, effectivement, ouais. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais ajouter. Alors, pour un ou une obsessionnelle, le fait d'être constamment en boucle avec des ruminations qui vont vous empêcher de dormir, à tout le temps cogiter, mais cogiter d'une manière qui n'est pas toujours très productive. Au bout d'un moment, vous pouvez avoir aussi envie d'avoir un interrupteur pour avoir le bouton off. Et le fait de tomber sur quelqu'un qui court-circuite un peu la pensée, ça peut être tellement jouissif, entre guillemets, tellement un soulagement de lâcher prise enfin. Et donc tomber sur un sale type, par exemple, ou quelqu'un d'un petit peu instable, voilà, au moins la personne, elle sait ce qu'elle désire, elle sait ce qu'elle veut, elle le veut lui ou elle, et donc ça permet d'avoir un peu plus de certitude, parce que l'incertitude pour l'obsessionnel, c'est relou. Donc il y a aussi ça, je pense. Ça m'intéresse vachement la manière dont tu as décrit les deux types de personnalités, parce que j'ai quand même l'impression d'être un peu les deux, quoi. Et ça, en fait, la réponse, elle est simple, c'est qu'il y a une différence entre la structure et les traits. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. On a tous, dans notre façon de fonctionner, des traits qui sont tirés un peu de toute structure, en fait. C'est ce qui va faire que, par exemple, certains vont avoir des traits autistiques, d'autres des traits obsessionnels, des traits hystériques, n'importe. Donc, c'est vraiment des choses qui viennent de ce que Samuel a décrit, par exemple. Et la structure, c'est la manière dont on est structuré. Donc, on peut très bien être dans une structure hystérique et avoir des traits obsessionnels, et vice-versa, par exemple. C'est totalement normal, même, parce que heureusement, on n'est pas des robots et on n'est
pas fait pour rentrer dans des cases. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué ces tableaux comme celui que Samuel nous a montré, parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est une manière d'apprendre les bases, mais on le voit très bien en fait que c'est pas si simple, et heureusement d'ailleurs, quoi, parce que on n'est pas des algorithmes, quoi. Je voulais juste venir compléter très rapidement avec la distinction qu'on peut faire entre des choses qui sont opposées et des choses qui sont contraires. Là où on voit les caractéristiques entre hystérie et obsessionnel, ce sont des caractéristiques qui sont opposées au sens où ça peut quand même coexister. Quand il y a contradiction, ça s'exclut l'un l'autre. Or, justement, en fait, le fait qu'il y ait des caractéristiques opposées, est-ce que c'est pas justement ça qui fait qu'un sujet, il peut s'équilibrer au sens où, voilà, l'obsessionnel, il risque de ne jamais choisir, ne jamais passer à l'action. Et pour résoudre ça, bah, il va avoir une pulsion hystérique qu'il regrettera plus tard parce qu'il en a marre de se prendre la tête. Par exemple, celui qui en a marre, voilà, de douter sur les chaussures et qui, du coup, va en prendre 3 sur un coup de tête en disant, oh, c'est pas grave, je le regretterai plus tard. Oui, c'est même plutôt une preuve de souplesse, hein, justement, d'avoir des aspects des deux fonctionnements. Et puis aussi, la perception qu'on a des autres. La plupart de mes amis disent de moi que je suis obsessionnel. Mais la plupart de mes collègues disent que je suis hystérique. Non! Je sais pas, tu te vois sur un versant comment, toi? Bah moi, je me vois les deux. Par rapport aux collègues dans mon domaine, qui sont vraiment des grands obsessionnels, rigides, très normatifs. C'est vrai que rien que le fait de faire une chaîne YouTube, il faut être quand même un peu extraverti, quoi. Voilà. Donc un peu hystéro. Pour eux, je suis un grand hystérique. Mais pour la plupart de mes amis, c'est moi l'obsessionnel rigide. Moi, je te vois obsessionnel à mort. Ouais, mais peut-être en fait. Mais en fait, si, alors merci. Alors, si, je voudrais préciser ça, c'est-à-dire que à un moment donné, je me suis demandé, voilà, pour répondre aussi à Mario, est-ce que je suis obsessionnel ou hystérique? Et en fait, ma manière d'y répondre, finalement, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui m'angoisse le plus? Et en fait, je pense que mes angoisses à moi, c'est plus des angoisses d'obsessionnel, en fait. Voilà. Donc, certainement, je suis plutôt obsessionnel. On n'a pas dit du coup quelles angoisses habitaient l'obsessionnel et l'hystérique ici? Chez l'obsessionnel, il y a ce besoin de maîtrise, ce besoin de ne pas manquer. Voilà, l'obsessionnel, il a ce besoin pour se rassurer, de maîtriser, d'anticiper, de savoir où il va. Il a besoin généralement plus de stabilité. Donc, il va être certainement fragilisé par l'imprévu. D'ailleurs, en parlant de symptômes, quand tu m'as demandé de venir pour parler de névrose et obsession, bah moi, il y a mon symptôme qui est ressorti, c'est que du coup, j'ai trouvé un petit passage d'un livre que je voulais lire. Voilà. Et, parce que bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai ce gros symptôme-là. Il faut toujours que je sorte des bouquins ou des articles. Et du coup, je me suis dit, on est sur un truc donc de vulga, et le but, c'est de parler des bases. Donc, j'ai sorti l'introduction à la psychanalyse de Alain Vanier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour moi un excellent bouquin pour ceux qui veulent débuter avec Lacan. Donc, sur l'hystérie et la névrose obsessionnelle, ces deux catégories constituent les deux grandes classes de névrose, et Freud les opposait en repérant ce qui avait été vécu comme première relation sexualisée avec l'autre. Dans l'hystérie, une relation insatisfaisante subie passivement. Dans la névrose obsessionnelle, une relation satisfaisante vécue activement. Et du coup, après, il explique, pour l'obsessionnel, au contraire de l'hystérie, la première relation à la mère a été vécue avec un trop-plein de satisfaction. Pour autant, la mère de l'obsessionnel ne vit pas cet enfant comme celui qui pourrait le satisfaire. Elle lui fait savoir, comme au père d'ailleurs, qu'elle est occupée par autre chose, généralement un autre homme, idéalisé, une relation, le plus souvent platonique, un homme de bien par exemple, comme un médecin, un prêtre ou autre. Cet autre amour qui occupe la mère et qui est absent va conduire l'obsessionnel à tenter sans arrêt de venir occuper cette place. Cette place est celle du phallus imaginaire. Et c'est donc pas avec le père qu'il va rivaliser, mais avec le phallus imaginaire auquel il tente de s'égaler sous le regard maternel. Et en même temps, la crainte de la rétorsion et la place conséquente de la culpabilité fait qu'il va maintenir en permanence son désir comme impossible. Et pour l'hystérie, il dit l'enjeu pour l'hystérique va être de soutenir le désir du père, c'est ce qui va l'orienter. Soutenir le désir de père, c'est-à-dire refouler l'impuissance en tant que trait de ce père pour la mère. Pour ce faire, elle va s'identifier à l'objet du désir de père, d'où la question de l'hystérique portant sur son maître. Et donc du coup, pour Lacan, une grosse différence qu'on va avoir entre névrose obsessionnelle et hystérie, c'est la question de l'identification, avec du coup dans l'hystérie s'identifier à l'objet du désir du père, et dans la névrose obsessionnelle plutôt chercher à occuper en fait la place de l'autre amour qui occupe la mère et qui est absent du coup. Tu peux rappeler l'auteur s'il te plaît, Olivier? C'est Alain Vanier qui est le président d'Espace Analytique. Ok, je te remercie. Et alors justement, parce qu'on avait fait des vidéos ensemble sur la question de la femme, les femmes, etc. et le rapport au phallus, est-ce qu'il serait juste de dire que l'obsessionnel, il est plutôt dans un rapport de l'avoir et que cette idée d'être le phallus, être l'objet de désir, ce serait plus un truc d'hystérique?
Je trouve pas vraiment, parce qu'en fait, la question de l'avoir et de l'être, c'est quelque chose qui va changer au cours de la vie. Par exemple, être le phallus, c'est incarner l'objet du désir, avoir le phallus, c'est le posséder. Mais par exemple, tu sais, on en parlait par rapport à la question de la femme, selon Lacan, qui va passer parfois du côté de l'avoir, parfois du côté de l'être, dans le rapport à l'enfant, dans le rapport à la séduction ou des choses comme ça, tu vois. C'est pas forcément quelque chose qui va traiter de la différence obsession hystérique, je trouve. Et pourtant, on va retrouver quand même, quand Lacan disait l'hystérique est dans un désir de désir, avec cette idée de besoin d'être regardé, d'être vu, d'être au centre de l'attention. Ça, c'est vraiment ce qui va se jouer, par exemple, dans ta différence entre inhibition, extraversion, contrôle, séduction ou des choses comme ça qu'on peut retrouver, en effet, ouais. J'avais une patiente qui m'a dit un truc trop rigolo l'autre jour, parce que c'est une patiente hystérique, mais qui a beaucoup d'humour là-dessus et qui le capte, et donc elle en rit, où elle me parlait de moments très difficiles sur des envies suicidaires qu'elle avait à un moment quand elle était plus jeune, avec une volonté de disparaître. Et du coup, je lui pose juste la question, quand vous parlez de disparaître, est-ce que vous voulez dire vraiment le fait de ne plus ressentir et penser, ou alors le fait d'être oublié? Et elle me regarde et elle me dit, oh bah vous me connaissez, moi de toute façon, si jamais je suis sur mon lit de mort dans le coma, mais que tout le monde est à côté de moi en train de pleurer, moi ça me convient très bien. Donc tu vois, on est quand même sur une connaissance de son rapport au monde, mais finalement qui est pas du tout symptomatique, parce que ça la dérange pas, quoi. Connaissez-vous la chante sorcière, celle qui fit fondre un cœur de fer?